fait, il m'a dit « La vie est magique ». Je me suis dit « Waouh ». J'avais pas d'amis et je me faisais globalement harceler à l'école. Bien sûr que la grande majorité du lycée se foutait totalement de moi. Tu m'as dit que c'était quoi l'autre carte random à laquelle tu pensais ? Félicitations, putain. J'ai rien compris, c'est un truc de fou. Les premiers prix que tu donnais, tu te souviens, dans les ordres d'idées ? Je crois que je demandais... J'étais juste en mode « Bah je veux être magicien ». Et je m'en fous si je gagne pas d'argent. La passion battra toujours le talent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Créateurs Entrepreneurs, le podcast où on accueille des créateurs de contenu pour discuter de leur parcours, d'entrepreneuriat et puis plus largement de leur aventure au sein de la Creator Economy. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Achille Magique sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux ? Ouais, absolument. Je m'appelle Achille, du coup. J'ai 22 ans aujourd'hui. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Et donc, j'ai commencé la magie quand j'avais 8 ans. Et aujourd'hui, je fais à la fois des spectacles et des vidéos sur Internet. Donc, des vidéos de magie. Je travaille avec des marques. J'ai un spectacle, un livre. Puis plus récemment, un coffret de magie. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir, je pense. Ouais, on va développer un peu ça. On va déjà retracer un peu ensemble ton parcours, voir déjà niveau magie, ensuite création de contenu, comment c'est arrivé, comment les deux sont mêlés et comment tu as avancé à ce niveau-là. Et puis ensuite parler de tes projets annexes, d'un peu ta réalité actuelle, de comment ça fonctionne, cet écosystème, parce que tu as une double casquette, tu as pas mal de projets, tu as toujours cette création de contenu qui est présente chez toi. Et puis, naturellement, tu as aussi ce parcours de magicien un peu traditionnel, je vais dire, avec les spectacles, avec Carrément. les livres, ce genre de choses. Donc, c'est, tu vois, la double casquette d'entertainer, comme tu peux avoir avec un Eric Antoine qui est très présent à la télé, mais sauf que toi, tu maîtrises plus tes réseaux, tes moyens de communication. Donc, c'est des leviers qui sont super intéressants. Du coup, avant d'en venir là, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus comment est-ce que toi, même si tu t'es déjà pas mal exprimé là-dessus, comment est-ce que toi, tu as commencé la magie ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené vers ça et ensuite, du coup, qu'on en vienne à comment est-ce que tu as commencé à créer du contenu autour de cette magie, quoi ? Carrément. Écoute, à la base, moi, j'étais super timide. J'avais pas d'amis. Et je me faisais globalement harceler à l'école. C'est-à-dire que j'avais pas grand-chose pour moi. Ouais. Et mon père, quand j'avais 8 ans, il s'est dit, il faut que je lui trouve un petit truc pour briser la glace, tu vois, pour se faire des amis. Du coup, il m'a montré un petit tour de magie, un petit truc super classique que tout le monde connaît. Et au moment où il me l'a montré, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc ? Tu vois, ça m'a fait une émotion assez folle, où je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai envie de faire ça. Je me suis pas dit directement, ça va être mon métier, mais en tout cas, c'était un peu une genre de révélation. Et il m'a dit, si tu mets la table pendant une semaine, je t'expliquerai le tour de magie. C'est ce que j'ai fait. C'était totalement du chantage, tu vois, mais c'est du chantage qui a carrément payé, puisqu'il m'a expliqué le tour de magie après, et je me suis dit, waouh, c'est génial. Voir un tour, c'est trop cool, mais pouvoir le refaire derrière, c'est encore plus cool. C'était très satisfaisant pour moi. Et surtout, ça m'a permis, tu vois, de me faire des amis, d'aller voir les gens, de les approcher, de briser la glace. Parce que quelqu'un un moldu, on va dire, comme on dirait dans Harry Potter, il va devoir trouver, tu vois, des phrases, une approche à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Moi, c'est assez facile. Tiens, c'est « Est-ce que tu veux voir un tour de magie ?» Et forcément, ça intrigue beaucoup. Donc, j'ai commencé comme ça la magie avec mon père. J'ai commencé à aller dans des boutiques de magie, à regarder des vidéos de magie sur Internet. Tu vois, regarder pendant des heures et des heures La France a un incroyable talent, AGT, donc la version américaine de La France a un incroyable talent. Et je passais des heures à essayer de comprendre comment ils font. Parce que, bon, j'allais pas... on peut acheter des tours de magie si tu veux, mais moi, quand j'ai commencé, je savais pas ça. Donc, je me suis juste dit, je vais essayer de... T'essaies de copier. Ouais, pas copier, mais comprendre comment ils font. Okay. Et ensuite, moi, créer ma propre histoire autour de la technique, comment ils font disparaître la carte, etc. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Ça m'a permis d'avoir des amis, etc. Et ensuite, quand j'avais 12 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Michel Lelarge, qui s'appelait maintenant Papy Magicien. C'est un mec qui avait 90 ans et qui est devenu mon mentor en magie. Et il m'a beaucoup appris en termes de technique, bien sûr, mais ce qui m'a surtout appris, c'est une vision de la magie. En fait, à quoi sert vraiment la magie ? C'est cool de faire des tours de magie comme ça aux gens, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est de se rendre compte que la magie, elle est présente au quotidien dans la vie d'absolument tout le monde. Tu vois, c'est pas parce que moi, je suis magicien que comment dire, j'ai une vie plus magique que tout le monde. En fait, il m'a dit,
la vie est magique. Un jour, il m'a sorti cette phrase Ok. et c'est resté dans ma tête. Ça paraît super banal, mais quand il pense vraiment, la vie, c'est vraiment magique. Tu as une chance sur des milliards de possibilités d'être là. Donc, juste de vivre, c'est déjà une chance énorme. Et donc, voilà, il m'a appris un petit peu la psychologie de la magie, on va dire. Et puis comment dire, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, bon, c'est cool de faire de la magie à mes amis, à ma famille, mais j'ai envie d'en faire à quelqu'un d'autre peut-être. Et donc je me suis dit, tiens, je vais poster une vidéo sur Internet. Donc c'était TikTok en juin 2019. Et la première vidéo, je l'ai postée comme ça, j'ai pas trop regardé. Et 2 jours après, j'ai vu qu'elle avait fait genre 2 millions de vues. Et je me suis dit, ok, intéressant. Parce que moi, je faisais juste mes petits tours comme ça à 2, 3 personnes, 4 max. Et là, je passe à 2 millions de personnes qui voient mon tour de magie. Je me dis, c'est dingue quand même ce truc. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à poster ma première vidéo sur Internet. Et la première vidéo, pour que ça fonctionne, c'est quand même un truc que tu réfléchis pour que ça fitte au code de la plateforme, ou est-ce que c'était quoi cette première vidéo du coup? Bah, la première vidéo, c'était un petit truc que j'ai filmé comme ça avec mon téléphone, mais j'avais aucune notion de comment faire une bonne vidéo, les hooks, la rétention, je connaissais pas du tout. Donc j'ai juste fait ma vidéo. C'est un truc où je faisais semblant de me percer ma langue et après on se rendait compte que c'était Ok. une fausse langue. Donc assez viral, mais je le savais pas à l'époque. C'était un peu de la chance, on va dire. C'est ensuite que j'ai commencé à me dire pourquoi est-ce que la vidéo a fonctionné. Et ensuite, j'ai développé des techniques et j'ai appris comment faire des vidéos virales. Mais à la base, c'était vraiment le hasard, quoi. Tu vois, j'avais 15 ans, hop, comme ça, bon, bah, ça marche, cool. Du coup, c'était en quelle année? 15 ans? Juin, du coup, 18? 2019. 2019. Ouais. D'accord. Parce que du coup, c'est intéressant parce que faudrait voir, mais je me demande si c'est pas dans ces années-là où justement, je sais pas si tu connais Julius Dine, Absolument. Ouais. qui justement fonctionnait très bien et fonctionne encore aujourd'hui très bien, où il allait voir des personnes dans la rue et il y avait notamment ce tour-là, de se percer la Ouais. langue, enfin de faire semblant de se percer la Grave. langue, et donc du coup ça faisait beaucoup réagir. Donc malgré toi, enfin, t'as reproduit quelque chose qui fonctionnait déjà et en fait qui avait les codes, en fait j'ai envie de dire de manière large, la magie remplit beaucoup de cases pour que ça fonctionne sur les réseaux en fait. Totalement. T'as tout dit. Julius Dane, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un magicien qui a maintenant genre 70 millions d'abonnés. Ça va être le magicien le plus suivi au monde. Maintenant, il fait autre chose. Il est plutôt dans la magie. Mais ouais, au niveau période, c'est ça. Il a dû commencer 2 ans, 3 ans avant moi. Mais il était déjà assez viral à ce moment-là. Et comme tu dis, la magie, sans le vouloir, j'avais coché déjà un hook, un truc qui intrigue, comment dire, un retournement de situation, tu vois, et de l'intrigue surtout, en fait. Le mec, il se perce la langue, attends, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et après, t'as un mix d'émotions, et les vidéos, en vrai, ça se résume beaucoup à ça, c'est créer de l'émotion, et que les gens ne savent pas à quoi s'attendre, et qu'ils se fassent surprendre, tout simplement. Et il y a aussi un truc qui est très fort, qui pour moi que la vidéo a, que tu n'as pas quand tu regardes un spectacle, c'est quand tu regardes un spectacle, tu dis waouh, c'est quoi ce truc de fou, t'as envie de le revoir en fait. Ouais. Et la vidéo te permet ça. Et tu sais que les plateformes récompensent beaucoup les créateurs où les gens regardent la vidéo une Bien deuxième sûr. fois ou reviennent en arrière pour regarder quelque chose, etc. Ils passent plus de temps sur la vidéo. Donc la plateforme est contente, donc elle te met plus en avant, tu vois. Et ça, c'est une coche et c'est une case particulière qui est cochée à nouveau par la magie. Et tu te dis, ah oui, donc déjà, on va dire, au moment où tu postes cette première vidéo, en fait, ça fait 2 millions de vues. Et maintenant, avec notre expérience à tous les deux, tu te dis, Ouais. ah ok, je comprends pourquoi ça a fait 2 millions de vues, mais c'est quand même fou que ça prenne aussi vite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense surtout qu'à l'époque, en 2019, tu vois, c'est avant le Covid. À chaque fois, on me dit, ah, t'as commencé au moment du Covid. Non, j'ai commencé genre quasiment 1 an avant, en fait. Et il y avait pas de magicien sur TikTok. Donc, je suis arrivé sur un truc où il y avait énormément de demandes. Il n'y avait pas non plus énormément de monde sur TikTok en termes de viewers, mais il n'y avait aucun magicien. Donc, forcément, je remplis une case qui, sans le savoir,
était demandé. En tout cas, le cerveau des gens pouvait le demander. Donc, c'est ça qui a pas mal aidé. C'est-à-dire qu'il y avait un peu que moi, si tu veux, en termes de magie. Maintenant, il y a beaucoup plus de magiciens, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu as eu le premier freestyler, tu vois, premier danseur, premier chanteur. Et tous ceux qui ont fait ça, maintenant, ils sont assez, comment dire, ils ont réussi à développer un truc assez cool, puisque c'était les premiers. Et donc, toi, tu publies cette vidéo en 2019. Ouais. Comment tu fais entre le moment où ton père te fait ce tour de magie, tu as ton mentor qui t'accompagne, ça a été quoi, entre guillemets, les déclics ou les choses qu'on fait que tu as réussi à développer des tours, alors soit en allant chercher des tours ailleurs, etc., soit en créant les tiens. Est-ce que tu as eu des moments dans ton parcours où à un moment tu as compris un truc de « Ah, la magie, ça fonctionne un peu plus comme ça », tu vois. Au-delà du côté philosophique que ton mentor a pu te transmettre, mais genre dans un côté un peu pratique de se dire « Ok, c'est quoi un peu les trucs qui ont fait que genre Achille s'est développé en termes de skills purs de magie et de technique, où il y a des déclics que tu dis « Ah, si j'avais su plus tôt, peut-être que ça aurait été intéressant, tu vois. » Ouais, écoute, pour la faire très courte, au niveau de ma découverte de la magie, donc comme je te dis, j'ai regardé énormément de vidéos sur Internet pour comprendre les techniques. Moi, j'ai vraiment commencé avec les cartes. Donc j'avais mon paquet de cartes tout le temps dans les mains. Et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois, on appelle, peu importe qui j'appelle, j'ai toujours un paquet de cartes dans les mains et je m'entraîne sans le savoir. Et du coup, en regardant toutes ces vidéos pendant des heures et des heures, j'ai commencé à connaître un grand panel de techniques et avec les techniques, tu construis des tours de magie, tu vois. C'est tout bête, mais faire disparaître une carte, le mouvement de la main, c'est pas ça le tour de magie. C'est l'histoire que tu vas raconter autour qui crée le tour de magie. Donc moi, j'aurais du mal à te dire un chiffre, mais je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, je connais genre 300 techniques, tu vois, avec les cartes. Ok. Et dès que je veux créer un nouveau tour de magie, je viens piocher dans cette bibliothèque que j'ai. Et ça va me permettre de raconter un peu l'histoire que je veux, si tu veux, de mes 9 ans, du coup, jusqu'avant que je commence TikTok. Je passais vraiment des heures et des heures tous les jours. Ça pouvait aller le samedi et le dimanche jusqu'à 10 heures par jour, juste à faire de la magie, à créer des tours. Je fabrique, tu vois, beaucoup d'activités manuelles, mais vraiment tout seul dans ma chambre. Tu vois, c'est-à-dire que je me filmais un peu de mon côté, mais juste pour moi, tu vois, ou le montrer à mon frère, à mes parents. Donc c'est énormément de répétitions. Mais encore une fois, ça paraît un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je le vois vraiment. C'est que la passion battra toujours le talent pour moi. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion, ça va être tellement facile pour lui, même s'il est nul, je sais pas, en foot, s'il se donne comme un malade, etc., et que pour lui, c'est du fun d'aller s'entraîner, comparé à un mec qui a beaucoup de talent, mais qui est un peu flemmard, je suis convaincu que la personne qui a de la passion va devenir meilleure que celui qui a du talent, mais qui est flemmard. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, qu'à mes 15 ans, j'ai posté ma première vidéo qui n'avait pas de rapport avec des cartes, mais qui comment dire, toute cette expérience pendant 6-7 ans à manipuler mes cartes tous les jours m'a permis ensuite de me concentrer sur comment dire ça, les skills que j'ai appris, où je me disais à quoi ça va vraiment me servir pendant toutes ces années, m'ont permis ensuite de créer des vidéos TikTok beaucoup plus facilement, si tu veux, et de créer des histoires plus facilement. Ouais, après, tu capitalises sur l'expérience que tu as eue et tout le travail que tu as pu faire en amont à ce niveau, ce qui est logique. Et pendant ces 6-7 ans là où tu bosses en vrai comme un fou sans bosser, parce que tu prends beaucoup de plaisir à le faire, qu'est-ce qui te drive encore? C'est la passion pure où tu dis je kiffe ce que je fais? Ou est-ce que tu as encore ce moteur de se dire ah, ça me permet de briser la glace, de rencontrer du monde, etc. Parce que du coup, les deux sont très liés pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui, tu vois, des deux, lequel est encore le moteur? Est-ce que le fait de briser la glace chez des gens et de faire naître ce truc existe encore? Est-ce que tu te dis, ok, bah, la philosophie de ton mentor prend un peu plus le pas et que du coup, tu vois de la magie un peu partout et tu continues de la créer? Ouais. Est-ce que tu arrives à savoir ce qui te drive ou c'est vraiment je kiffe ce que je fais donc je continue de le faire et c'est de la passion pure, quoi? C'était très inconscient. Ouais. Je pense que c'était très inconscient. La première chose, c'était vraiment la passion, comme je te dis. J'étais vraiment tellement absorbé dans ce que je faisais. Et la magie, en plus, c'est un univers qui
est très comment dire, qui est assez grand. Les gens qui font pas de magie se rendent pas trop compte, mais tu as des centaines de boutiques de magie dans le monde, tu as des dizaines de milliers de magiciens, si ce n'est plus de 100 000 peut-être, tu vois. Et donc, je suivais pas mal de gens sur les réseaux qui faisaient de la magie. Donc, on s'envoyait des vidéos, on échangeait, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans un délire très niche, tu vois, vraiment très geek. Très geek magie. Le geek de la magie. Sans aucune. Je me disais, je veux être magicien quand je serai grand, mais je n'avais aucune idée des impôts, de comment tu gagnes ta vie vraiment. J'étais juste en mode, bah, je veux être magicien et je m'en fous si je gagne pas d'argent. J'étais vraiment aucune idée business à ce moment-là. Je faisais juste de la magie parce que j'étais obsédé par ça. Et je pense que c'est ça qui comment dire, qui m'a permis d'avoir un développement de ma passion qui est très saine, parce que j'étais pas tu vois, si je commençais maintenant, je me dirais ah ouais mais attends, il faut que je gagne ma vie, donc j'aurais une mentalité qui serait assez différente. Quand j'ai commencé et du coup pendant toutes ces années avant de commencer les vidéos sur internet, j'étais très bah, c'est ma passion, voilà, tout simplement, et ça va pas vraiment plus loin, voilà. Ouais, de la passion pure qui te drive. C'est marrant parce que quand tu parles de ces boutiques de magie, Ouais. moi j'avoue que du coup en regardant certaines interviews de toi, j'ai appris qu'il y avait des boutiques de magie. En fait, je me disais, mais bon, d'accord, quand tu te balades dans la rue, boutique de jeux de société, etc., j'en vois de tout et n'importe quoi. Mais des boutiques de magie, je savais même pas que ça existait encore, tu vois. Ouais. Ben ouais, tu as en France, je dirais qu'il y en a une dizaine maintenant. Ok. Il y en avait beaucoup plus avant. Je pense à diviser au moins par 3 voire 4. La plus connue à Paris, c'est Magic Dream. Voilà. Je donne le nom parce que c'est pas non plus super secret. Tu passes dans la rue, c'est à côté de la Tour Eiffel. Tu peux entrer dedans et tu as, je pense, c'est moitié-moitié de magiciens pros qui viennent là et de gens qui veulent juste acheter un petit tour de magie pour leur enfant à découvrir, tu vois, pour Noël. Ouais, dans ces boutiques, tu as vraiment des milliers de tours de magie que tu peux acheter. Ça va d'un petit gadget que tu vas acheter 10-15 balles à des tours qui valent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Du coup, il y en a vraiment pour tout le monde, pour les débutants comme pour les super pros. Voilà, c'est un vrai univers. Et comment dire, et ouais, cette boutique de magie Magic Dream, moi, j'ai découvert quand j'avais du coup 9 ans. Je regardais des vidéos de ça sur Internet. Pour te dire à quel point j'ai été geek dessus, c'est que je rêvais de cette boutique la nuit. Et j'y suis allé peut-être un an et demi après l'avoir découvert sur Internet. Et j'avais vraiment l'impression d'entrer à Poudlard. C'est-à-dire que tu avais des beaux murs en bois, des tours de magie de partout, des choses qui flottent dans les airs. Les vendeurs, je connaissais quasi déjà les prénoms parce que j'avais vu des vidéos sur Internet. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis... Ouais, c'est vraiment très geek. Ça fait un peu film. Mais du coup, ouais, c'est une boutique dans laquelle tout le monde peut aller pour comment dire, pour découvrir. Et les vendeurs sont très ouverts, si tu veux. Voilà. Et toi, tu continues de t'équiper là-bas? Carrément, ouais. Magic Dream, j'ai pas de partenariat avec eux non, ou quoi, non, mais Magic Dream, il y a tout, les vendeurs sont trop cool, et ce qui est drôle, c'est que justement, moi j'y étais en tant que fan pendant plein d'années, et après quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, on s'est mis en contact, je leur ai donné des conseils, eux, pour développer leurs vidéos. Là, tu vois, actuellement, ils ont... je les ai aidés à devenir la chaîne la plus suivie au monde en magie sur YouTube. J'aurais fait passer le million d'abonnés. Et comment dire, c'est drôle parce que sur YouTube, il y avait un genre de classement et ils étaient, je sais plus, genre 15e pendant un an dans les chaînes qui prennent le plus d'abonnés. C'est fou. C'était trop drôle. Et du coup, ouais, c'est un vrai échange maintenant. Tu vois, eux, ils mettent sur la partie magie et moi un peu sur la com. C'est génial en vrai. Ouais. C'est très cool parce que oui, c'est sûr que vous avez des activités qui sont super complémentaires. C'est ça. Et ouais, du coup, je me demandais, c'est pour ça que je te posais la question, je me demandais à quel point toi qui as commencé de manière très artisanale à faire tes tours, ce genre de choses, dans ton coin à bricoler un peu, aujourd'hui, maintenant que tu as un autre stade de développement de ton activité, à quel point est-ce que tu vas t'équiper quelque part ou est-ce que tu, au contraire, continues de bricoler encore un peu parce que le problème, c'est que si jamais tu vas à un endroit où vont tous les autres magiciens, tu vas te retrouver plus ou moins avec les mêmes tours, tu vois. Bien sûr, tu as ton storytelling, la manière dont tu les racontes, mais cet effet de waouh, cet effet d'impression et cet effet qui est surprenant dans la magie, si jamais à chaque fois tu as les mêmes tours,
bah, même si c'est raconté différemment, bon, au bout d'un moment, tu vas avoir un côté répétitif. On va dire surtout pour les gens qui aiment beaucoup la magie, ont tendance à aller voir plusieurs magiciens différents. Ouais. Je me demande à quel point ça pouvait être une limite pour toi d'aller, même si tu m'as dit que du coup, il y avait beaucoup de tours disponibles chez ces professionnels, ça pouvait être une limite d'aller chez eux alors que du coup, tes concurrents, entre guillemets, ils vont aussi. Ouais, bah écoute, je trouve que c'est pas un gros problème parce que perso, je construis encore plein de tours de magie moi-même, vraiment à la main, tu vois, Ok. avec des cartes, beaucoup de découpage, de la colle, des élastiques, des choses comme ça. Et quand j'ai un tour bien spécifique que je veux faire, tu vois, si je me dis, je veux faire... en fait, tu vois, ils ont un site aussi et tu peux te dire, tiens, trop cool ce truc pour faire apparaître une sucette. Ça me donne une idée de vidéo. Bah, tu vois, je vais aller les voir et puis je vais me dire... go, tu vois, je prends ça, je fais ma vidéo et puis derrière, bah, ouais, j'achète le tour de magie, je fais la vidéo. Mais après, ça dépend en fait du type de magie que tu fais et de la raison pour laquelle tu as envie de faire un tour de magie. Parce que tu peux faire des vidéos sur Internet, tu peux en faire juste entre potes, tu peux faire un spectacle sur scène produit, c'est-à-dire qui va être pour le grand public. Et donc, tu vois, par exemple, dans un spectacle produit qui va être à l'Olympia, des choses comme ça, bah là, tu vas bosser avec des consultants, tu vas vraiment créer chaque numéro, chaque effet, parce que tu sais qu'il va y avoir des médias qui vont venir, qu'il y a tout un panel de personnes qui viennent, et tu n'as pas vraiment envie d'avoir le même tour que l'autre magicien qui joue aussi son spectacle dans une autre salle parisienne. Moi, ça a été le cas avec mon spectacle. C'est beaucoup plus de travail parce que du coup, tu crées des tours vraiment sur mesure. Et c'est un peu un challenge, tu vois, de te dire, il faut que je trouve un truc qui n'a jamais été fait. Donc, tu as différentes manières de créer, de choisir des tours de magie. Soit tu achètes dans une boutique de magie, soit tu crées toi-même, soit tu bosses en équipe pour des gros projets, pour créer un effet qui n'a jamais été vu. Ouais, super intéressant parce que tu peux avoir du coup beaucoup d'approches différentes et comme tu dis, en fonction de ce que tu veux faire. Je ferme un peu la digression pour revenir, pour refaire un tour dans le passé. Donc, tu as cette première vidéo qui fonctionne sur TikTok et après, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais continuer de faire des vidéos, ça marche, on y va? Bah écoute, pour que tu comprennes bien le contexte à ce moment-là, j'ai 15 ans. Je sais que dans 1 mois et demi, je pars vivre au Mexique pendant 1 an avec le Rotary. C'est une association qui permet de faire partir des jeunes, tu vois, sous forme d'échanges dans plein de pays différents. Ok. Et donc je me dis, bah en vrai, je sais qu'au Mexique, je vais avoir pas mal de temps, parce que tu as tout l'après-midi de libre. Donc je vais tenter de faire une vidéo par jour. Mais vraiment, encore une fois, sans idée business, sans aucune idée calculée. C'est juste, bah tiens, ça me fait un challenge. Donc je commence à faire ça avant de partir, si tu veux. Et au moment où je pars, j'ai genre 200 000 abonnés. Donc tu vois, ça a vraiment pris très rapidement. Encore une fois, beaucoup plus de demandes que d'offres. Je suis un peu le seul. Donc quand je suis au Mexique, j'ai énormément de temps, je développe plein de choses, je passe le million d'abonnés là-bas. Mais c'est très difficile de ressentir le fait que j'ai des abonnés parce que c'est juste des chiffres sur des pixels et je rencontre personne dans la rue puisque je suis au Mexique. Et ensuite, je reviens, il y a le Covid. Pareil, je rencontre personne dans la rue. Donc c'est beaucoup plus tard, après, que je me suis rendu compte que c'était des vrais gens, si tu veux. Mais du coup, quand j'étais au Mexique, c'est là où j'ai commencé à me professionnaliser un petit peu. Parce que, on va dire qu'au bout de 4 5 mois, t'as des marques qui commencent à arriver un petit peu sur TikTok. Vraiment, quand j'ai commencé, il y avait zéro marque, zéro partenariat, pas du tout structuré, puisque bah, il n'y avait pas comment dire, de loi même là-dessus. Donc c'était vraiment comment dire, Far West. le Far West, exactement ça, c'est ça le mot. Et donc je commence à être contacté par quelques marques. Alors c'est des marques de dropshipping, des marques, comment dire, surtout de solopreneurs qui viennent de lancer leur truc et qui se disent tiens, je vais envoyer un produit à un mec qui a plein d'abonnés et on va voir ce que ça va donner. Et du coup, j'en parle à mes parents. Et là, ma mère, directement, elle me dit bah, il faut que tu crées une société si tu veux faire comment dire, des OP, revenus. ouais, des OP avec des marques. Je sais pas si tu veux développer un peu cette partie-là. On va y venir un peu Ok, après. ok. Ouais. Tu vois, là,
Ce qui est intéressant, c'est de voir que directement tes parents t'ont accompagné, qui, si jamais je me plante pas, était gérant de ta société jusqu'à il y a 2 ans ou un truc comme Ouais, ça. Donc, on était assez impliqués dans ton développement. Avant ça, avant ces OP-là, tu générais pas de revenus avec TikTok directement? Alors, Parce que c'était avant le programme créateur qui a fait que d'un coup bien c'était plus avant. intéressant. Bien Mais du avant, coup, il y ouais. avait t'avais quelques bribes de rémunération à ce moment-là, il me semble. Écoute, dans les 6 premiers mois, j'ai peut-être dû gagner 300 €, Ouais, ce qui était énorme pour moi à ce moment-là. Je me suis dit: «Je peux m'acheter des AirPods, génial». bénéf. Et comment dire, parce qu'il y avait une seule manière d'être rémunéré sur TikTok, c'était avec les lives. Tu pouvais faire des lives, les gens pouvaient donner des cadeaux. Et donc moi, bah, je faisais des lives de temps en temps, tu vois? Et les gens comme ça, ils te donnaient des cadeaux. Sauf que c'était assez malsain parce que c'était des enfants qui, avaient le compte bancaire, tu vois, de Ouais. leurs parents et cetera, et qui t'envoient qui t'envoient de l'argent comme ça. Donc on va dire que c'était la seule manière d'être rémunéré à ce moment-là. J'ai dû recevoir, tu vois, des petits dons de temps en temps, mais comment dire, rien de très signifiant, si tu veux. Et donc, du coup, quand on arrive là à ces premières propositions de sponsors, les parents qui se disent bon, faut structurer, etc. T'es en quelle classe, toi, à ce moment-là? Là, je suis en première. D'accord. Ouais, donc t'es mineur, donc Ouais, c'est tes deux parents qui seront gérants de la société ouais. à ce moment-là pour toi. Eux, ils voient ça de quel œil? Cette création de contenu, le fait que tu sois exposé et donc le fait qu'on vienne te proposer des sponsors, de mettre en gage ton image, ce genre de choses avec des marques. Donc tout de suite, ils te proposent de t'aider, de te structurer. Et au-delà de ça, ouais, c'est quoi un peu leur avis sur... Parce qu'ils voient que tu es exposé, que ça fonctionne pour toi. Comment ils le perçoivent jusqu'ici? Mes parents, ils m'ont toujours aidé depuis le premier jour, tu vois, même en magie. Et du coup, assez logiquement, dès que j'ai eu des propositions, même la grande majorité qui n'aboutissaient pas au début, je leur en parlais. Et ma mère, qui est notaire, elle connaît assez bien, donc elle m'a dit: «Bah écoute, il faut que tu te crées une société». Je comprenais pas du tout à ce moment-là. Je me disais: «Bah pourquoi ils peuvent pas me faire un virement sur PayPal ou des choses comme ça?» Donc j'ai compris que depuis, mais du coup, elle m'a aidé à créer une société, et surtout quand j'y repense maintenant, 99% des marques qui me contactaient, c'était en fait des marques avec lesquelles il ne fallait pas que je travaille parce qu'il y avait genre 0 contrat et comme je te dis, c'était le Far West, donc il y avait pas de contrat, pas de comment dire, les rémunérations étaient ridicules et puis surtout, moi qui ne connaissais rien au dropshipping, par exemple, je me suis fait contacter sans doute par des dizaines de marques de dropshipping. Heureusement, j'en ai jamais fait, tu vois? C'est une chance que j'en ai jamais fait parce que, juste soit parce que ça s'est pas fait, parce que le feeling passait pas, mais j'aurais pu totalement tomber dans un truc où je fais du dropshipping parce que je connaissais pas. Et puis à un moment, tu as un pote qui connaissait un petit peu, les contrats et cetera, les marques, qui me dit: «Fais gaffe, ça c'est du dropshipping», donc j'ai compris le danger, si tu veux, de faire la promotion de ça. Mais au début, ouais, quand je revois ça en prenant du recul, je me dis: «Ah ouais, il y a vraiment, tellement de routes que j'aurais pu prendre, où ça aurait pu s'arrêter vraiment comme ça». Et heureusement, j'ai été super bien accompagné par mes parents qui m'ont toujours dit: «Le plus important, c'est ton image, que tu te trahisses pas toi-même, partage pas ta vie privée, tu fais tes vidéos de magie, tu fais kiffer les gens, mais il faut comment dire? Que tu préserves ce qui est le plus important pour toi, qui est ton image et ta vie privée». Et franchement, c'était le meilleur conseil qu'on pouvait me donner en tant que mineur parce que, c'est super facile de tomber dans, «Ah tiens, on me propose, tu vois, 200 €, 500 €», quand tu commences et que tu es mineur, tu te dis: «Waouh, juste pour faire une vidéo où je vais, parler d'un Ouais. produit? C'est incroyable!» Tu vois, si, même des gens, je sais pas, qui ont 30 ans, 40 ans, qui écoutent ça, si on se remet à quand on avait 15 ans, bah, C'est énorme, 90 des gens tombent dedans, tu vois? bien sûr. Et donc ouais, franchement, merci à mes parents qui m'ont beaucoup accompagné là-dessus. Ouais, souvent l'entourage, quand t'es pas encore professionnel, que c'est les premiers pas, et Ah ouais. cetera, le fait de quand même avoir un entourage proche qui est sain à ce niveau et qui te permet quand même d'avoir ces premiers garde-fous qui font que, OK,
je remets en question certaines choses, C'est je suis ça. plus prudent, bah, ça te permet, mine de rien, d'éviter certaines erreurs au début. On est donc dans une période où ça fonctionne pour toi, en termes de visibilité, tu te fais un peu reconnaître, etc. On commence à identifier ton visage. Tu es encore qu'au lycée à ce moment-là. Ouais. Tu parlais justement de ton caractère où genre t'as pas forcément de facilité à aller vers les autres, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que la magie, enfin t'es venu à la magie plutôt, on va dire. Ça te dessert pas cette visibilité? Comment tu la vis au lycée, ce début de notoriété, ce début de célébrité, de OK, on me reconnaît, etc. Parce que t'as le cas de beaucoup de créateurs de contenu qui, parce qu'ils font du contenu, parce qu'ils s'exposent un peu sur les réseaux, ou certains qui essayent, du coup, les premiers qui vont regarder, en principe, ça va être les gens qui te connaissent ou qui t'ont identifié, Ouais. parce que dans le bug, c'est lui là-bas, il fait des vidéos sur TikTok Ouais, et tout. ouais. Et il y en a certains pour lesquels, bah, du coup, ça génère un peu de harcèlement, ça génère complètement du harcèlement. Savoir un peu comment ça s'était passé pour toi, comment tu l'avais géré, et vu que tu es passé par là, si jamais tu as des conseils pour des créateurs de contenu qui sont dans ce cas-là et qui nous écoutent, ou l'entourage, d'avoir ton vécu qui est très intéressant, je pense, à ce niveau. Je pense que j'ai eu une grosse chance, c'est que j'étais au Mexique pendant 10 mois sur du coup, la première année où j'ai commencé les réseaux. Ce qui fait que j'étais totalement déconnecté des gens qui pouvaient se moquer de moi. En y repensant encore, bien sûr que la grande majorité du lycée se foutait totalement de moi. Je le vois, je revois des messages, des choses comme ça, ou même des vidéos que je faisais qui étaient cringe en vrai. Mais parce que j'étais tellement à fond dans mon truc que je m'en foutais de comment dire, si j'avais un beau t-shirt, je m'en foutais de tout ça. J'étais juste en mode, je veux faire mes tours de magie. J'étais trop content d'avoir des retours, tu vois, sur mes tours. Donc j'ai eu cette chance d'être au Mexique à ce moment-là, si tu veux. Mais ensuite, oui, quand je suis revenu, du coup, j'ai entre guillemets redoublé ma première parce que j'ai fait une première au Mexique, mais ça compte pas. C'est un peu comme si j'avais fait une année de césure. Ok. Et donc, j'ai repris en première, du coup, quand j'avais 17 ans. Et là, bah, j'ai vu qu'on me regardait totalement différemment. J'étais plus juste le gars qui fait un petit peu de magie dans son coin, parce que en seconde, avant de partir et de faire les réseaux, on savait déjà que je faisais un peu de magie. Mais là, c'était soit on me regarde en mode Ouah, c'est une star, ou soit on me regarde bizarrement en mode putain, il est chelou lui avec ses vidéos. Tout le monde, en tout cas, avait un avis. Ouais. Et ceux qui me connaissaient pas, on leur parlait de moi, mais du coup, c'est pas moi qui contrôlais mon image. Mais je veux dire, ça allait, tu vois, j'allais en cours, je faisais mes trucs de la première à la terminale, j'avais mes amis, et puis c'est tout. On me demandait 2-3 photos, on venait me parler, on me prenait en photo comme ça, mais rien de dingue, si tu veux, je vivais une vie totalement normale. Par contre, il y a un truc qui a pas mal changé, c'est que les amis que j'avais avant de partir au Mexique ont énormément changé quand je suis revenu en France. D'une, parce que j'étais plus dans la même classe, mais de deux aussi parce que je pense que des gens qui me côtoyaient en tant que Achille magicien, soit on leur a dit des choses sur moi, soit juste c'est eux qui n'ont pas apprécié le fait que ça fonctionne pour moi, se sont éloignés. Et juste à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est pas grave, juste je reste avec les gens comment dire, qui s'en fichent de ce que je fais et qui sont là juste pour moi. Donc j'ai eu des nouvelles personnes dans ma vie, mais qui sont ultra saines et qui n'ont jamais comment dire, bah, qui sont là juste pour Achille, quoi, pas Achille Magic sur les réseaux. Ouais, mais de toute façon, après, c'est aussi le parcours. Comme tu dis, tu as un différentiel de classe Mm, qui se fait. C'est des périodes où tu évolues beaucoup c'est ça. personnellement. Donc voilà, tu as des amitiés qui se font, qui se défont. Et en plus, tu as, toi, cette variable réseaux sociaux, Ouais. notoriété, qui du coup fait que en fait, c'est un truc supplémentaire à gérer. En fait, d'un côté, le Mexique, l'avantage, c'est que pendant la période où ça marchait pas forcément, bah, au moins, tu l'as moins vécu au quotidien. Et là où pour quelqu'un qui se lance, ça peut être un peu plus complexe, mais c'est aussi un truc à gérer parce que d'un coup, quand tu rentres, c'est plus la même chose, quoi. T'es à C'est un ça. autre stade. Ouais. Donc, t'as pas eu une évolution graduelle à ce niveau-là. Est-ce que, au niveau de l'enseignement aussi, des enseignants, etc., est-ce que t'as eu des réflexions, des conseils, des retours de certains qui disaient ah, fais attention à ce que tu fais, c'est pas bien pour avoir une carrière, ou est-ce qu'ils Ouais. étaient au courant? Ouais. Je Moi, pense quand même. j'ai un avis assez tranché sur l'école en général. Vas-y, hein, je t'en Et prie.
Moi, je suis convaincu que les profs en général, ils ont plus détruit de carrières possibles que aider de jeunes à réaliser leurs rêves. Parce que les profs, attention, je respecte beaucoup les profs, mais les profs en général, c'est des gens qui, toute leur vie, sont restés dans une vision qui est l'éducation nationale. À l'école, jusqu'à leurs 18 ans, ils étaient dans l'éducation nationale. Ensuite, ils ont fait leurs études. Et ensuite, ils sont restés là-dedans, si tu veux. Et je parle en connaissance de cause. Mon père est prof. Il est prof de sport. Et les profs, en général, ont tendance à te comment dire, à te dire non, mais fais tes études, arrête de te concentrer sur ce qui n'est pas important, travaille en dehors des cours, etc. Si j'avais écouté les profs, je sais pas ce que je ferais. Peut-être quelque chose de cool, mais en tout cas, je ferais pas ce que je fais là. Tu serais dans le cadre. Ouais, exactement. Et justement, c'est parce que c'est parce que après les cours, je me concentrais sur mes vidéos, sur ce que je pouvais faire, travailler avec les marques, au lieu de faire tout le temps mes leçons, que j'ai pu développer ce que j'ai maintenant, si tu veux. Alors attention, si tu veux devenir médecin, avocat, tous les métiers dans lesquels tu as besoin d'énormément d'études, bien sûr qu'il faut travailler, qu'il faut essayer d'être le meilleur. Mais je trouve que les profs en général ont comment dire, ont peut-être une frustration. Pas tous, mais je l'ai remarqué moi dans mon lycée. J'ai l'impression qu'ils avaient une frustration, peut-être eux-mêmes de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Ou d'être un peu toujours dans le même truc depuis des dizaines d'années et se rendre compte que y a peut-être un jeune qui va, entre guillemets, réaliser son rêve. J'ai l'impression qu'inconsciemment, ils essaient de le bloquer, si tu veux. Et donc ça, ouais, je l'ai vu pas mal. Après, il y avait des profs qui étaient super bienveillants, tu vois, qui me disaient « c'est trop bien ce que tu fais ». Mais même au niveau des profs, du coup, je voyais qu'on me regardait plus de la même manière, si tu veux. Et puis, ça parle énormément, les profs. Tu sais, dès qu'il y a un prof qui a su que je faisais des vidéos sur Internet, les autres le savent. Tout le monde le sait. Et donc, on parle différemment, on fait des réflexions, que ce soit positives ou négatives, mais on a un regard qui est différent qu'avant, tout simplement. Mais ouais, c'est pas une anecdote, mais je me rappelle mon prof d'SES, donc sciences économiques et sociales. Je sais que je lui avais dit, on avait parlé après un cours de combien je demandais, tu vois, pour un partenariat rémunéré. Et ce qui est drôle, c'est que genre 2 semaines après, je me rendais bien compte que les profs le savaient, tu vois. Donc pareil, ça parle énormément et tu te rends compte que les regards, encore une fois, changent et des petites réflexions. Et puis même dans les autres cours, ça parlait un peu de moi. Donc au final, tout le monde se met à savoir des choses que tu es censé avoir dit à une seule personne. Et c'est un peu ce truc de tout d'un coup, tu contrôles plus trop ton image. C'est les gens qui en font un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est assez intéressant. C'était intéressant à vivre comme expérience. Tu l'as pas trop subi, ce moment-là où tu as la réalisation de « Ah ouais, ce que j'ai dit, en fait... Et d'un coup, tu te dis « Ah, faut que je fasse attention à ce que je dis. » En vrai, ouais. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ce que je dis à une personne, en fait, il y a tout le monde qui peut y accéder. Parce qu'à partir du moment où c'est plus toi qui le contrôle, tu le dis à quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux, mais la personne, elle peut le dire à tout le monde. Donc, ouais, c'est là où je me suis dit, tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et justement, le fait que les gens ne sachent pas tout, c'est ça qui comment dire, qui te permet de durer dans le temps et surtout d'avoir une relation saine avec les gens. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas dire, tu vois, qu'il faut garder pour soi et il y a juste ton cercle proche autour de toi qui le sait. Ça revient un peu au conseil de tes parents de garder une partie de ta vie privée. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et de faire attention à ce qui filtre. C'est ça. Donc, tu fais ton lycée. C'est là où, du coup, tu fais tes premières sponsors avec des marques. Ouais, c'est ça, exactement. Quand je reviens, donc je fais première et terminale en France. En fin première, pour Noël, je commence à avoir plusieurs demandes de marques. Des marques genre La Redoute. Je crois que c'était la première, La Redoute. Okay. Où ils me demandent de faire apparaître une paire de chaussures, tu vois, pour Noël. Des choses vraiment trop cool. Et c'est là, du coup, on commence à me demander, bah tiens, donne-nous ton tarif.
Et genre, j'ai zéro idée de combien demander, puisque ni mes parents, ni même mes proches n'ont jamais fait ça. Et puis même, c'est une première, quoi. Il n'y a pas vraiment de magicien sur les réseaux. Donc, ça m'est arrivé de demander pas du tout assez, comme beaucoup trop. Et puis après, au fur et à mesure, T'affines. ouais, c'est ça, tu affines et tu trouves un prix qui te correspond. Les premiers prix que tu donnais, tu te souviens, dans les ordres d'idées? Ouais, je crois que je demandais 200 €, un Ok. truc comme ça, pour des vidéos qui allaient faire, tu vois, 300, 400 000 vues, un truc dans le style, mais j'avais pas d'idée. Et après, je me suis Un rendu bon compte prix. que ça passait, donc j'ai augmenté un peu T'augmentes un plus, peu, tu vois. augmenté. À un moment, je me suis emballé, j'ai demandé, je sais plus, genre 15 000 €, et forcément que c'est pas passé, puisque ça, c'était pas du coup en corrélation par rapport à ce qu'on me demandait. Mais au final, du coup, j'ai réussi à affiner en fonction des partenariats. Mais même encore maintenant, après 6 ans, c'est toujours très compliqué de savoir combien demander à une marque, parce que c'est très subjectif. Tu as une marque tu vois, qui va vraiment avoir besoin de moi, d'Achille, le magicien avec mon style. Et donc là, ça va être quelque chose d'assez personnalisé. Mais tu vas avoir aussi d'autres marques qui vont juste avoir besoin d'un énième créateur de contenu, où la magie, c'est juste un petit plus. Et donc, la valeur du partenariat n'est pas vue de la même manière. Et donc, tout le, tout le nerf de la guerre, c'est d'essayer justement de comprendre quelle est la marque que tu as en face de toi et de lui proposer le meilleur tarif par rapport à par rapport à ce qu'elle te demande et ce que tu vas lui apporter. Ouais. C'est très bien dit, très bien réfléchi. Je reviens sur le comment tu as évolué au niveau de ton prix. C'est comme ça que le business, de manière générale, fonctionne. Tu mets un premier prix, ça Mhm. fonctionne bien, ok, tu essaies de monter le prix, tu vois un peu, et puis en fait, tu vois à quel moment c'est plus assez intéressant, parce qu'à chaque fois que tu augmentes ton prix, naturellement, tu perds certains clients. Bien sûr. Ouais. Mais donc, du coup, il y a quand même une taille critique à laquelle c'est intéressant en disant, ok, bah, j'ai pas forcément beaucoup de clients, par contre, ils payent bien. Et c'est ça qu'il faut doser, de pas aller trop haut parce que sinon t'en perds trop, C'est et ça. de pas aller trop bas parce que sinon t'as trop de demandes, tu dilues un peu ta valeur, ce genre de choses. Et donc l'approche que t'as de toute manière, c'est une approche qui est plutôt saine et naturelle. Et en plus, tu dis, même aujourd'hui, c'est compliqué de l'affiner parce que de toute manière, les réseaux sociaux, c'est assez instable. Ça va dépendre de est-ce que tu es dans une période où ça marche bien pour toi sur les réseaux ou Ouais. pas. Donc naturellement, la portée que tu vas avoir auprès de l'audience, elle va être différente. Donc, in fine, ça va ajuster ton tarif. Et comme tu dis, une marque qui va vouloir Achille et qui va avoir besoin de toi, qui peut pas travailler avec un autre créateur de contenu, parce que ce Ouais. qu'elle a en tête, sa campagne, il faut Achille magique. C'est ça. Et bah déjà, elle sera plus enclin à faire un effort sur le budget, à se rapprocher de toi, ce que tu demandes initialement ou quoi, qu'une marque qui en fait peut transposer et te remplacer par n'importe quel autre créateur. Exactement. Et donc du coup, si jamais toi, t'as pas plus de valeur ajoutée que ça et qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'aligner sur toi le tarif que tu demandes parce que tu as une certaine exposition, parce que tu as un certain travail, et après, ça va dépendre des activations, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu fais un tour de magie spécifique pour eux? Est-ce que tu vas te déplacer? Est-ce que tu fais de la visibilité? Enfin, voilà. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que tout ça, à chaque fois, ça va être beaucoup de cas par cas. Et donc, tu vas avoir des prix un peu références de dire, OK, voilà ce que vaut un peu mon temps, voilà ce que vaut mon travail, voilà l'exposition, voilà ce que j'ai construit en termes d'image de marque. Et après, naturellement, c'est du cas par cas de tu vois, de OK, ça se trouve pour toi, la stratégie, c'est mieux d'avoir 4 marques avec lesquelles tu travailles à l'année, Ouais. mais c'est tout. Et tu fais en sorte que Achille Magique soit un peu premium. Bien sûr. Mais ça, après, c'est des stratégies. Et comme tu dis, c'est trop dur de prévoir un pricing en disant ah bah je vaux tant. Et en principe, je vais être transparent, les créateurs ou les agences qui disent bah voilà, c'est tant et c'est tout, c'est souvent complexe parce que tu On est regardes d'accord. même, Ouais. je prends le cas, même un GP Explorer, Ouais. quand tu arrives, il y a des packages en disant bah voilà, Ouais. genre bah c'est tant, c'est tant, c'est tant, et voilà le niveau d'activation. Mais si jamais une marque dit bah voilà, moi mon objectif c'est un peu plus de la visibilité et de la notoriété, on va t'orienter vers un package, mais peut-être qu'on va remodeler un peu si à l'intérieur des Bien sûr. activations qui te conviennent ou pas. Tu as une souplesse C'est en ça. fait à avoir en marketing d'influence, et donc tes activations, ton tarif vont varier. Donc en vrai, c'est normal que même encore aujourd'hui, tu aies un truc qui soit un peu changeant où tu dis ah, comment est-ce que avec cette marque-là on fait, etc. Et je pense que tu as le très bon parti pris de dire faut voir en fonction de ce qu'ils cherchent. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Et je pense que
ça dépend. En effet, comme tu dis, il y a la métrique. Est-ce que tu es un top comment dire, d'influence au moment où on t'appelle? Parce que tu peux très bien, en janvier, faire énormément de vues, avoir beaucoup d'influence, et en décembre, pas du tout. Et inversement, tu vois, moi, en magie, de septembre à décembre, c'est très intéressant parce qu'il y a la période Halloween, la période de Noël, donc c'est super intéressant pour les marques à ce moment-là. Et en effet, tu as aussi la variable où moi, c'est assez spécifique puisque tu as le travail comment dire, de visibilité que je vais offrir et aussi l'intégration de la magie dedans. Parce que, tu vois, moi, la majorité des OP que je fais, c'est justement quelque chose où je vais créer un tour de magie pour un ou plusieurs tours de magie pour la marque. Je vais mettre en magie la com de la marque ou le produit ou le message. Donc, tu as aussi toute cette création. Et ensuite, c'est comment dire, de mixer les deux pour avoir un budget final. Mais c'est pour ça que j'ai énormément de mal quand une marque me demande quel est ton tarif. Bah, je suis en mode, dites-moi quel est votre besoin très spécifique et je vous fais des propositions. C'est pas parce que j'ai pas envie de donner un tarif, c'est juste que si je vous donne un tarif là maintenant et que en fait vous voulez juste une petite vidéo TikTok, ça va sans doute être trop cher. Mais en même temps, si je vous donne un tarif, comment dire, en me disant oh ça va juste être une petite vidéo TikTok, mais qu'au final on veut la création de 10 tours de magie spécifiques, bah je vais dire bah non ça peut pas le faire. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup vraiment être en contact avec la marque, si tu veux, avoir les vrais besoins et derrière travailler ensemble main dans la main pour créer une OP qui va vraiment être différente. Parce que moi je dis tout le temps les marques avec qui je collabore, je leur dis et j'ai toujours ce mantra dans ma tête, si vous voulez juste de la visibilité, il y a 100 créateurs qui vont fonctionner mieux que moi. Par contre, si vous voulez un truc différent, impactant et qui change vraiment d'habitude, bah là, on bosse ensemble. Moi, je suis pas là comment dire, pour apporter juste de la visibilité. Je suis là pour apporter comment dire, une approche différente où les gens qui regardent l'OP vont se dire ah waouh, en fait, c'est un contenu créatif, c'est pas un mec qui essaie juste de me vendre un truc. Voilà mon approche globale sur la manière de travailler avec les marques. Ouais. Et donc, du coup, au niveau des OP, tu gères comment? T'es solo? Tu bosses avec une agence? Au niveau des OP, moi, je travaille avec Webedia, qui est un peu l'agence référence en France historique, qui existe depuis pas mal de temps. Ça fait depuis janvier que je suis avec eux et franchement, ça se passe super bien. Moi, je suis arrivé vers eux en leur disant j'ai aussi ma partie magie. Donc, travaillons ensemble en essayant de développer à la fois la partie événementielle, tu vois, avec les spectacles que je peux faire pour les marques en physique, et la partie réseaux sociaux. Parce que juste la partie réseaux sociaux, j'ai bossé pas mal tout seul de mon côté. Okay. Et je sais négocier avec les marques, j'aime bien ça en plus. Mais je me suis dit, ça peut m'apporter quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà, pour le moment, ça se passe bien. Et puis voilà, je travaille avec Webedia actuellement. Ok. Webedia, agence historique, fait partie des gros du secteur et je pense que c'est peut-être le nom qui parle le plus. Ouais, c'est ça. Un Bump a été quand même récemment et assez connu, mais moins du grand public qu'un Webedia. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu dis je vais aller chez Webedia? Est-ce que c'est d'autres créateurs où tu dis ah, j'aime bien ce qu'ils font, donc j'ai confiance, donc je vais chez Webed? Notamment, je te pose la question parce que je sais que alors moi j'y ai passé 6 mois, donc je connais un peu. Ok. Ouais, je connais un peu. T'as travaillé là-bas? Ouais. Ok. J'étais non pas en tant que créateur de contenu, putain. mais non, ouais, j'ai fait 6 mois de stage et j'étais au sein de Bang Bang Management. Okay. Qui aujourd'hui a changé de nom, etc. Mais ça faisait partie des structures qui étaient au sein de Webedia et qui s'occupaient notamment de l'accompagnement des streamers. Très focus Twitch, donc des Bruce Granek, des Domingo, des Zach Nani, Donald Renew, etc. Ouais. Donc certains noms qui sont encore chez Webedia aujourd'hui. Et donc je sais qu'aussi Webedia a assez mauvaise réputation dans le secteur de l'extérieur parce que beaucoup sont partis en claquant la porte, surtout au niveau créateur.
et même dans l'envers du décor aussi, d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu dis, j'y vais quand même malgré ça? Est-ce que je pense que tu en avais quand même entendu parler? Bien sûr, ouais. Et du coup, pourquoi tu y vas quand même? Écoute, moi, j'ai plusieurs créateurs qui sont chez Webedia, tu vois, depuis 1 an et demi, 2 ans, que je connaissais assez bien avant qu'ils soient eux-mêmes chez Webedia. Donc, j'ai pu avoir le retour d'au moins 4-5 créateurs, un retour assez poussé avant que je signe avec eux. Et ça se passait super bien. Je sais qu'il y a des créateurs avec qui ça s'est pas bien passé. Pour le moment, moi, de mon côté, tu vois, ça fait pas longtemps, ça fait depuis janvier, donc 8 mois. Franchement, ça se passe super bien. Je suis bien accompagné. Je suis un tout petit là-bas, hein, tu vois, mais comment dire, mais ça me pose pas trop de soucis. Tu vois, j'ai des studios à dispo pour tourner mes trucs. Et vu que je ne dépends pas que des marques ou des partenariats pour vivre, ça me permet d'assez bien choisir avec qui je veux travailler et d'imposer aussi, tu vois, mes propres conditions. Ce qui fait que, ouais, pour le moment, ça se passe bien. J'espère que ça va Tant mieux, continuer. on te le souhaite, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que forcément, le fait que, comment dire, tu vois, des créateurs comme Inox, que je suis depuis ultra longtemps, soit chez Webedia, bah, je me disais, en vrai, ça peut être cool, tu vois, même pour rencontrer des nouvelles personnes, pour se faire des contacts, des events, des choses comme ça. Et ouais, comme je te dis, je suis assez content pour le moment. Ouais. Trop bien. Et du coup, les créateurs desquels tu es proche, qui sont chez Webed depuis un Ouais. moment, c'est qui, pour citer un peu des noms, tu Ouais, vois, que carrément. ça parle un peu aux gens? Bah écoute, j'avais demandé l'avis à Badzer, Ouais. qui a commencé TikTok quasi au même moment que moi. Et tu vois, on s'est un peu suivis. Badzer, Antion Raka, Charles et Mélanie. J'avais demandé un petit avis. Qui d'autre? Et puis si, en fait, Mademoiselle Fantasia, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, je vois qui c'est. qui en fait était avec moi dans mon ancienne agence. Et au moment où donc Newscreen a arrêté cette partie influence, bah, elle est partie aussi chez Webedia en même temps que moi. Et donc elle a signé genre 1 mois ou 2 mois avant moi. Ok. Et c'est cool parce qu'on a pu se suivre dans ce truc-là, avoir son retour aussi, tu vois, du contrat, etc. Et donc, je pense que ça aurait été plus compliqué si j'avais pas des gens que je connaissais qui avaient signé. Mais du coup, ça m'a mis pas mal en confiance de savoir que comment dire, que des personnes que je connaissais, dont j'aimais beaucoup le contenu, étaient là-bas. Ouais, ça m'a rassuré. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais c'est comme ça, parce que sinon, si jamais tu juges uniquement sur la réputation et l'aspect extérieur, bah, Bah oui. il n'y a pas de raison d'y aller, Oui, entre et puis guillemets, ça, de où toute tu vas dire. façon, c'est de l'image. N'importe qui peut faire croire que n'importe quel business fonctionne parfaitement, C'est ça. alors que, bah ouais, c'est de la com, quoi. Tu vas pas dire quand quelque chose fonctionne pas, par exemple. Ouais. C'est ça, exactement. Du coup, tu as signé avec Webed. Est-ce que, alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais est-ce que publiquement tu as le droit de parler, genre par exemple de comment ça se passe avec eux en termes de, je sais pas, est-ce qu'ils t'accompagnent sur de la prod, en termes de pourcentage sur les OP qu'ils peuvent prendre, et si jamais tu as signé un contrat genre long terme ou pas, Ouais. notamment parce que ça faisait aussi partie du problème réputationnel de Webedia pendant un temps, c'était de faire signer des contrats qui pouvaient être assez longs. Ok, de combien de temps à peu près? Alors, c'est une bonne question. Moi, ce que j'avais entendu dire, tu vois, des échos de Twitter, etc., je parle pas de mon expérience en interne, c'était du 3-5 ans, tu vois, des trucs comme ça. Oula, alors non, pas du tout. Non, Non, pas mais du voilà. tout. Moi, j'ai signé pour 1 an. J'ai signé pour 1 an, Donc, donc c'est classique. jusqu'à janvier, très classique, comme dans quasi toutes les agences. On a un pourcentage qui est équivalent, qui est le même en fait que j'avais avant. Ok. Je rentrerai pas dans les détails à ce niveau-là, mais c'est un pourcentage qui est très classique pour les agences. Comment est-ce qu'ils t'accompagnent? Oui. Tu vois, tu as une représentation commerciale, et après, c'est quoi l'autre service qui est offert? Enfin, est-ce qu'il y Ouais, a c'est un ça. accompagnement sur de la prod, sur du conseil stratégique? À quel point on te suit? Ouais. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans des grandes agences comme ça, un truc qui est pointé du doigt, c'est quand tu es un plus petit créateur ou quand il y a trop de créateurs, bah, les plus petits créateurs qui récupèrent pas beaucoup Ouais, d'argent, tu vois, on les laisse un peu de côté, on carrément. s'en fiche un peu, tu vois. Ouais. À quel point est-ce que toi, on va quand même te suivre, t'accompagner, etc. S'il y a un problème, ils sont là pour toi ou pas? Bah écoute, moi j'ai accès aussi
comme globalement tous les créateurs qui sont là-bas au studio, il y a, je sais pas, 6 ou 7 studios que tu peux un peu réserver comme ça. Les studios de sous-sol, là, encore? Non, Ah non, c'est c'est les studios que Bilan, c'est etc. ont maintenant, je crois, ouais, non? c'est Ouais. ça. Non, j'ai jamais fait un truc au sous-sol, c'est des studios genre créatifs, des choses comme ça, qui sont en vrai assez cool pour tourner des petits trucs. Moi, je fais pas de format long vraiment pour le moment, donc j'ai pas demandé de studio à avoir tout le temps puisque je tourne mes vidéos depuis chez moi. Et comment dire, et j'ai pas vraiment besoin d'une grosse prod pour le moment. Peut-être que quand on re-signera le contrat, on en parlera, mais pour le moment, franchement, ça me manque pas du tout. Et comment dire, et vu que moi, comme je te dis, la partie avec tous mes projets à côté, mon spectacle, je coproduis pas du tout avec Webedia, j'ai mon livre, des choses comme ça, des prestations privées pour des marques. Je travaille aussi bien avec Webedia en exclusivité avec des marques pour les réseaux, comme je travaille aussi avec plein d'autres marques, pas sur les réseaux, mais pour des spectacles. Ce qui fait que tu as des synergies qui se créent entre Webedia et les marques que j'ai de mon côté. Et franchement, c'est assez cool parce que j'ai mon mot à dire sur tout ce qui se passe et je ne suis pas dépendant, tu vois, de Webedia. C'est pas comme si j'avais besoin absolument tous les mois d'avoir des OP, ce qui ferait que je serais dépendant. Là, j'ai plein de projets et le fait que je sois, entre guillemets, signé avec Webedia pour les réseaux, c'est un autre projet, si tu Ouais, veux. c'est assez Ouais, dissocié, c'est du ça. coup, ok. En fait, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé les réseaux, depuis que j'ai commencé les réseaux, j'ai toujours voulu être libre dans ce que je fais. Et j'ai toujours voulu avoir plein de projets différents pour ne pas dépendre de quelque chose. Moi, je pars du principe qu'il y a énormément de choses qui remontent à l'enfance, tu vois, dans ta manière de réfléchir, des choix que tu fais. Et comment dire, ouais, depuis tout petit, je veux avoir mon mot à dire sur tout et je veux prendre mes propres décisions. Tu vois, je veux pas être bloqué avec quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'essaie de multiplier les pieds que j'ai sous mon fauteuil pour ne pas être un peu vacillé. Et si le pied se casse, bah, t'es totalement, Par terre. totalement, totalement mort, ouais. Ouais, je vois. Mais du coup, pas de. Je reviens sur ma question initiale. Ouais. Pas de besoin en prod et accompagnement stratégique sur les réseaux sociaux, tu vois, de se poser, discuter, parce que des fois, par exemple, tu fais un peu de YouTube, ton gros format, c'est le format court. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses avec quelqu'un au sein de Webed qui dit, OK, on va parler stratégie, ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément très C'est développé? arrivé plusieurs fois. OK. C'est arrivé plusieurs fois. Après, moi, je bosse beaucoup avec des personnes en externe avec qui je bossais avant depuis longtemps, que ce soit les gens pour écrire des vidéos, consultants, tu vois. Là, après, j'ai commencé à bosser avec Guillaume Natas, je sais pas si tu vois, Du tout. qui bosse beaucoup avec Domingo sur Popcorn, qui a bossé Ok. beaucoup avec Squeezie aussi, Ouais. donc qui est magicien en plus à la base. Donc tu vois, lui il bosse aussi directement et indirectement avec Webedia, mais le lien s'est fait tout simplement de moi qui lui envoie un DM et comment dire, c'est pas Webedia qui a été directement le chercher parce que encore une fois, j'aime bien avoir mes propres contacts de moi-même et Webedia c'est un plus pour amplifier certains trucs que je peux pas avoir. Tu vois, il y a plein de marques avec lesquelles ils bossent, par exemple, actuellement, vu qu'il y a la période de Noël qui va arriver, où je leur ai dit, bah tiens, là, il y a 4-5 marques avec lesquelles vous bossez énormément, où ce serait cool qu'on les démarche, qu'on fasse des appels avec eux. Et donc là, on bosse vraiment main dans la main pour développer des concepts avec eux autour de la magie. Mais contrairement à pas mal de créateurs, moi, j'adore aussi la partie vente. J'adore aussi être en C'est contact ce que avec je les marques. sens en fait. T'es Ouais, beaucoup à l'initiative par toi-même. c'est ça. Donc là, pour tout te dire, j'ai passé 3 jours cette semaine à faire des vidéos pour des marques qui vont être publiées nulle part, qu'on va juste leur envoyer, qui vont pouvoir regarder eux de leur côté en réunion. Et je leur dis en 1 minute pourquoi est-ce que selon moi il faudrait qu'on bosse ensemble. Je leur propose des concepts. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, mais je pense que je suis le seul à le faire. Ou en tout cas, ça doit être très rare, tu vois, des créateurs comment dire, qui font vraiment une vidéo pour une marque et pour proposer un concept. Donc, j'aime bien être très proactif, proposer des choses directement aux marques et pas forcément attendre qu'on me contacte. Même si ça arrive bien sûr pas mal. Là, j'ai envie de plus en plus de développer des relations long terme avec des marques. Donc, je pense que ça passe par aller les contacter directement
et contacter moi-même des marques avec qui j'ai envie de bosser, tu vois. Ouais, de la proactivité, c'est super intéressant. Et je pense que tu as raison de faire ça. Et même si on est là, si on fait ce podcast, c'est parce que tu as vu un de mes posts sur LinkedIn, Ouais, tu as trouvé mon Insta perso c'est et ça. tu m'as envoyé un message en mode bah j'aime bien ce que tu fais et tout. Ouais. Et du coup, je t'ai dit bah vas-y, viens, on se pose, on discute. Et je me dis vas-y, donne-moi l'heure, l'endroit et puis on y va quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est trop intéressante notre mise en contact. Mais c'est ça, c'est moi qui t'ai envoyé un DM sur Insta. Je me rappelle plus du post sur lequel je suis tombé sur toi, mais ouais, Est-ce que c'est un post qui parlait de la vidéo du train de Squeezie? c'est celle-là. Ouais, exactement celle-là. J'avais trouvé ça super pertinent. Et ouais, je t'ai DM parce que je pars du principe que dans la vie, en fait, tu plantes des graines. Tu plantes plein de graines. Et tu Des vois ce fois, que t'en ça es donne. même pas conscient que tu Ouais. plantes une graine. Et en fait, derrière, il se passe un truc. Tu sais pas exactement ce qui va se passer, mais tu sais qu'il va se passer un truc. Tout bête, mais comment dire, ça m'arrive tout le temps de que je sois en vacances, que je sois dans un autre pays, que je sois dans un café ou quoi. Je te dis pas que je fais tous les jours non plus, mais j'essaie de parler avec une personne si je vois si je sens un petit feeling. Et 90% du temps, il se passe quelque chose derrière, tu vois. C'est-à-dire que c'est une personne qui est soit dans le même domaine que moi, soit qui peut derrière peut-être m'apporter quelque chose. Et en fait, la relation qui est juste intriguée au départ se transforme dans un truc où waouh, peut-être qu'on peut travailler ensemble, peut-être que je peux t'aider pour quelque chose, et inversement. Et ouais, ça se passe quasi tout le temps comme ça, sous forme d'effet boule de neige, mais sans vraiment le prévoir. Et j'aime bien cette partie un peu chaos, tu vois. Je suis très ordonné au quotidien, tu vois, j'ai mes routines, mais j'adore envoyer des messages comme ça. Et juste comme ça, parce que On je voit ce kiffe qui un se passe. contenu, ouais, c'est ça. Et tu vois ce qui se passe, sans vraie idée derrière. Et ouais, je trouve ça trop intéressant, le hasard de la vie. Et La magie de la vie. ouais, bah ouais, c'est bon ça. C'est bon. Ça fait un bon titre de livre de podcast. Ouais. Mais et surtout, c'est d'ailleurs le dernier titre de mon post LinkedIn. J'ai fait un post sur un gars que j'ai rencontré qui s'appelle Harold, qui a un club business. Je l'ai vu. Ouais. Ouais, bah J'ai tu vu vois, ton on s'est post. rencontrés comme ça par hasard en vacances. Il était en vacances, j'étais en vacances. On discute. Il m'invite à son club, trop intéressant, où t'as plein de gens super cool. Je rencontre Nelson Montfort, avec qui je fais de la magie vraiment par hasard. Et derrière, j'ai un truc là, tu vois, avec France 2, parce qu'ils ont vu le truc. Tu vois, c'est des petits effets boules de neige, petites graines que tu plantes. C'est génial. Et tu sais pas ce qui va se passer, mais go, quoi. Ouais. Le hasard de la vie. Ouais. Ouais, quand j'ai vu le post, je me suis dit, ah ouais, c'est fou. Et en vrai, je pense que tu vois cet objectif de base que tu avais de créer des relations, de la connexion avec les gens, de Ouais. briser la glace avec la magie. T'es en plein dedans, tu vois. Et tu vois ce que ça crée derrière qui C'est est ça. incroyable, quoi. Ouais. Mais c'est ce que n'importe quelle passion crée, en fait, je pense. C'est pas juste la magie. Peu importe la passion que t'as, en fait, quand tu rencontres d'autres gens qui sont passionnés, mais même pas juste de ton domaine à toi, c'est juste deux personnes qui sont passionnées entre elles, bah derrière, tu vas développer une relation qui est assez privilégiée avec cette personne. Et ouais, ça donne des choses assez magiques, en général. On parle de magie depuis tout à l'heure. Je t'avais demandé Ouais. de m'apporter un ou deux trucs. Ça fait un moment que j'ai pas eu un tour, etc. Tu Donc, veux voir un petit tour? vas-y. Est-ce que tu connais des magiciens qui t'ont déjà fait des tours ou pas? Non, rien. Non. Enfin, tu vois, à part des trucs de autour d'une pinte, attends, j'ai un paquet de cartes, je vais te faire un tour. Ouais. Tu vois, vraiment, je suis assez néophyte à ce niveau, tu vois. Bah écoute, mec, on va tenter un petit truc avec un paquet de cartes. Ok. Je te le dis, dans ce paquet de cartes, j'ai retourné une carte. Ok. Ok? Et la vérité, c'est que je sais même pas ce que j'ai retourné. Je l'ai Ok. fait juste avant d'arriver, rapido, je me rappelle plus de la carte que j'ai retournée. Je te donne le paquet de cartes, tu peux le tenir un peu en l'air, comme ça va durer 1 heure. J'espère que tu n'auras pas une tendinite. Tu gardes bien le paquet de cartes, et je veux que personne s'en approche. On va faire des choix, et à chaque fois ce que tu vas me dire, on va le garder. Ok. Donc fais des bons choix. Rouge ou noir? Et donc, je te réponds. Ouais. Est-ce que tu ok. me dis on garde? Ok, rouge. Rouge. On garde les cartes rouges, c'est ça? Ouais. Sûr? Ouais. Ok. Dans les cartes rouges, il y a le cœur et le carreau. Cœur ou carreau? Cœur. T'es romantique, toi.
Bah, je le savais, je m'en doutais qu'il allait dire cœur. Ah, quand madame va voir ça, elle va rigoler, je pense. Mais bah, allez, oui, vas-y. elle va se dire, bah oui. Antoine, dans le cœur, il y a les cartes de l'as au roi. Ouais. Est-ce que tu veux des cartes basses, donc enfin plutôt du 2 au 7, ou des cartes hautes, du 8 à l'as? Donc, je te réponds. Hein. Ouais. On est d'accord. Bah, je veux plutôt une carte haute. Ouais, t'as de l'ambition. Ça se voit. Ok, dans les cartes hautes, il y a 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, le cœur du coup. Choisis une carte où pour toi, il y a le moins de chances possible que je sache que t'allais dire ça. Et peut-être que je t'influence là. Peut-être que j'ai justement envie que tu dises une carte genre 8, 9 ou 10. Mais c'est à toi de choisir. Tu me dis n'importe laquelle et on la gardera. Je te l'ai dit. Ouais. Mais du coup, tu m'as quand même dit un truc où je pense qu'il y a le moins de chances que je te dise ça. Tu choisis celle que tu veux. Et là, je suis en train de l'influencer. Il se dit, faut que je fasse gaffe au choix que je prends. Ok. C'est bon? C'est quoi? C'est l'as de cœur. As de cœur. Ouais. Sûr? Ouais. Ok. Une autre question random. Si je t'avais demandé de penser à n'importe quelle carte autre que l'as de cœur, ce serait quoi? N'importe quelle autre carte qui n'a aucun lien avec l'as de cœur. Ce serait quoi? Bon, j'ai envie de... La première qui me vient en tête, c'est le 4 de pique. Mais... 4 de pique. Sûr? Ouais. Sûr. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un s'est approché du paquet de cartes? Personne. Ouais. Tu peux le poser dans ma main, s'il te plaît? Je récapitule. T'avais le paquet de cartes dans les mains. J'ai retourné une carte. Toi, on a choisi au fur et à mesure. À chaque fois, tu m'as dit as de cœur. On est d'accord? Je t'ai influencé ou pas, ça c'est à toi d'en décider. Peut-être que t'endormiras pas cette nuit. Et ensuite, je t'ai demandé une carte totalement random. C'était 4 de pique. C'est ça. Je vais juste montrer la carte que j'ai retournée dans le paquet, juste ici. C'est as de cœur et je crois qu'on est totalement bon, c'est ça? Ouais. On est bon? Mais attends, tu m'as dit que c'était quoi l'autre carte random à laquelle tu pensais? J'avais 4 de pique. 4 de pique. Parce qu'en fait, j'ai pas retourné seulement l'as de cœur pour tout te dire. Je savais que t'allais me dire l'as de cœur, mais j'ai retourné aussi, juste ici, l'as de trèfle. J'ai retourné aussi l'as de carreau et juste ici, l'as de pique. Antoine, t'as vu les dos des cartes? C'était bleu. Mais les dos des as, tu les as pas encore vus, on est d'accord? Regarde bien. Tu peux lire ce qu'il y a écrit? Ta carte. Ta carte? 4. 4. 2. Pique. Et je crois qu'on est bon. Félicitations. Putain, j'ai rien compris, c'est un truc de fou. Encore heureux, c'est mon objectif. Putain, c'est toujours impressionnant. Et à chaque fois que tu vois un tour, l'incompréhension, je pense, et le truc et l'envie de dire comment ça marche, etc. C'est toujours un truc qui te fait C'est ça. Et c'est fou. Mais l'effet fonctionne à chaque fois. J'ai perdu son nom. Hier, j'étais à un événement où j'ai perdu le début. L'expérimentaliste était invité. Un gars qui a tendance à faire beaucoup de mentalisme en format court, tu vois. Charlie Head? Lod? Lod, c'est ça, ouais. Lod? Ouais, Lod, l'expérimentaliste ou un truc comme ça. Lod, qui est à Lyon ou un truc comme ça à Montpellier. Alors, il était à Paris hier. Okay, mais il s'est téléporté. mais du coup, pareil, beaucoup d'orienter les gens vers une décision, etc. Il y a des trucs dans une salle, d'orienter les gens, etc. Et juste parce qu'une fille bouge ses bras, d'arriver à dire que elle pense à un éléphant. C'est ça. Je suis en mode waouh. Ouais. Ben là, en fait, ce qui est génial avec la magie, avec le mentalisme en général, là, c'était plus un numéro de mentalisme, c'est que je joue beaucoup avec la chance aussi, moi. Là, pour tout te dire, dans ce que je t'ai fait, j'ai joué avec la chance aussi. C'est-à-dire que des fois, ce tour se passe différemment, tu vois. Et ça aurait pu aussi mal se passer et j'aurais enchaîné sur autre chose. La magie, ce qui est génial,
Et c'est pour ça que ça me donne un gros avantage sur toi, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, j'ai un coup d'avance sur toi. Et vu que tu ne sais pas ce qui va se passer, moi, j'adore faire semblant que je me plante. Et comment dire, et toi, tu te dis, il s'est juste planté. Mais en fait, pendant que je fais semblant de me planter, je suis en train de préparer ce qui va te bastonner la tronche, tu vois. Et comment dire, et ce qui fait aussi que quand je me plante vraiment, les gens, ils savent pas. Si je me suis vraiment planté ou pas, ils se disent, ah mais non, t'es encore en train de nous avoir là. T'as une porte de sortie c'est ça, supplémentaire. C'est ça. Donc ça, ouais, c'est plus la partie mentalisme. Ce qui est cool en magie, c'est que t'as plein de branches différentes. T'as de la grande illusion. Tu vois, ça, c'est plus David Copperfield qui va faire disparaître la Statue de la Liberté, faire apparaître des assistants, des assistantes dans des grosses boîtes. Tu as le mentalisme. C'est essayer de décrypter un petit peu ce que font les gens pour le prédire. Tu vois, prédire le futur, lire dans les pensées, etc. En utilisant des techniques de magie. Parce que je tiens à préciser que le mentalisme en soi n'existe pas. C'est juste des techniques de magie pour donner l'impression que tu peux lire dans les pensées. Ça, c'est important de le préciser. Il y a aussi, tu vois, une autre branche, il y a un peu l'hypnose, tu as le close-up juste avec les cartes. Tu as vraiment plein de branches de magie. Et ce qui est cool, c'est que quand tu es magicien, tu peux un peu alterner avec chaque branche. Tu peux avoir une partie de ta vie où tu fais surtout du close-up, une autre partie où tu fais de la scène, ensuite tu fais de l'hypnose. Et du coup, tu t'ennuies jamais vraiment. C'est un peu ma question de savoir ce que toi, actuellement, tu faisais, t'explorais. Qu'est-ce qui te plaisait le plus actuellement, tu vois, dans les branches que tu as pu évoquer là? Ouais. Moi, j'ai commencé avec le close-up. Donc, c'est la magie de proximité, tu vois, à quelques centimètres des La yeux. magie de quartier, quoi. J'ai envie de dire, dans le sens où tu vas chercher des gens dans la rue et j'ai ce format en tête. Alors du format où tu filmes. Street magic. Ah, ok, donc c'est vraiment encore un truc à part. C'est c'est bien sûr que c'est en comment dire, c'est les gens sont autour de toi et c'est du close-up aussi, mais du coup c'est de la magie que tu vas faire dans la rue. Ouais. Le close-up, tu vois, même si on n'est pas dans la rue, c'est quasiment du close-up là ce que je viens de te faire. Je fais du comment dire, du mentalisme en close-up, tu vois, tout comme tu peux faire du mentalisme sur scène. Et moi, j'ai commencé avec le close-up, comme énormément de magiciens. Et ensuite, j'ai fait de la magie du coup sur les réseaux, qui est du coup aussi maintenant une nouvelle branche de la magie un peu réseaux sociaux. Et je fais aussi du coup de la magie sur scène, parce que j'ai un spectacle que je joue du coup à Paris et en tournée. Et ça, c'est encore un autre type de magie. C'est une toute nouvelle approche que j'ai découvert il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à créer ce spectacle. Ouais. Justement, pour parler un peu de ton spectacle, moi je connais pas du tout cet univers-là. Ouais. Tu vois, j'ai pu être spectateur par le passé, mais on va dire que professionnellement, j'ai aucune idée de comment ça se construit, avec qui tu travailles, ce genre de choses. Je voudrais bien que tu nous racontes un peu comment toi ça a commencé. Est-ce que quelqu'un est venu vers toi? Est-ce que toi, vu que c'était un peu ton cheminement naturel, t'es allé vers des professionnels, et vu que c'est aussi ta nature beaucoup d'aller vers les gens, t'as initié ça? Comment ça marche en fait de créer un spectacle de magie concrètement, à un niveau professionnel aussi? À quel moment tu dis ok, je te balance 15 questions en même temps, mais bon, c'est pas grave. Pendant ces dates-là, on va rester pendant un temps à l'Olympia à Paris et ensuite on va aller faire une tournée dans la France. Comment ça s'organise? Qui te conseille? Tu vois, surtout qu'en plus tu me dis c'est très dissocié de Webedia. Donc ça veut dire que ok, c'est pas eux qui gèrent et qui t'accompagnent là-dessus. Tout à l'heure, tu me parlais de consultant pour aider à la construction. Je me doute que tu fais pas ça tout seul parce que ça me paraît être un travail monstre. Mais tu es quand même au centre du projet parce que tu aimes bien prendre des décisions. Comment ça marche en fait? Depuis que j'ai 8 ans, quand j'ai commencé la magie, j'ai ce rêve de faire un spectacle. Mais j'avais ni les contacts, ni les compétences pendant plein d'années, parce que j'étais jamais monté sur scène. Et un jour, j'ai été contacté par Quotidien, donc avec Yann Barthès sur TMC, pour faire l'émission, tout simplement, venir parler un peu de mon parcours, de mes vidéos sur Internet. Et je me suis dit, c'est le moment de lancer un petit appel
à des producteurs qui pourraient regarder l'émission. Je crois qu'il y avait 2 millions de personnes qui regardaient. Je me dis, il doit forcément y avoir quelques producteurs qui regardent par-ci par-là. Du coup, j'en parle. Quand Yann Barthès me lance sur est-ce que tu as un spectacle, je dis non, mais aussi il y a un producteur qui se pointe avec plaisir pour prendre un petit café et en discuter. Et j'ai dû recevoir des dizaines de messages de producteurs. Et au final, j'en ai rencontré un seul sur tous ceux que j'avais reçus comme message. C'est un producteur qui produit pas mal de magie. Et c'était déjà il y a 3 ans. Tu vois, c'était en septembre 2022. Attends, 2022. C'est waouh, c'était en septembre 2022. Et donc on a discuté, on a échangé. Et vu que je connaissais déjà très bien les 2 magiciens qu'il a produits et on m'avait dit que du bien de lui, je me suis dit, bon bah go travailler ensemble. C'est super bien passé humainement. Et vraiment, je suis assez convaincu que quand ça se passe bien humainement, il y a de grandes chances pour que ça se passe bien. Professionnellement. Ouais, businessment parlant, professionnellement. Ouais. Du coup, on a vraiment pris notre temps. Il y a beaucoup de producteurs qui, je pense, auraient poussé pour faire le spectacle super vite, pour capitaliser sur les réseaux. Au final, entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où j'ai joué ma première, il y a eu plus de 2 ans. Donc c'est énorme en termes de durée, si tu veux, de création. Et donc j'ai comment dire, je partais vraiment de rien. J'étais monté 3 ou 4 fois sur scène pour de l'événementiel, pour du corporate. Et donc on a dû tout créer de A à Z. Que ce soit l'histoire que je voulais raconter, la magie, les effets. J'ai travaillé avec une metteuse en scène qui m'a aussi aidé à écrire le spectacle, qui est absolument génial, qui s'appelle Anne, qui, elle, travaille beaucoup dans l'univers du théâtre, en général, qui n'est pas magicienne. Et ça m'a énormément aidé, parce que, à l'inverse de quasi tous les spectacles de magie, on est parti d'une idée claire au départ, on oublie la magie, et on pense juste à ce que je veux raconter. Et donc, moi, ce que je voulais raconter, c'était comment je suis passé d'un petit enfant timide harcelé à globalement vivre mon rêve. Quand je dis vivre mon rêve, c'est tout simplement vivre de ma passion, tu vois. Et comment le message au final, je voulais que ce soit être différent. Ça paraît bizarre, c'est embêtant quand t'es enfant, mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est ce qui fait que tu es unique, et c'est ça qui te différencie des autres. Plus t'es différent, plus t'es unique, et plus ça va être impossible de te copier, et tu vas faire des grandes choses dans la vie. C'était ça le message que je voulais transmettre avec le spectacle. Et donc on a écrit des numéros sous forme de chapitres dans lesquels je parlais énormément. Au début, c'était genre 1 heure de texte, et ensuite on s'est dit comment je peux amplifier les messages du spectacle, chaque chapitre du spectacle, grâce à la magie. Et donc, en fait, la magie est venue illustrer ce que je voulais dire. Tu vois, j'ai un numéro sur le fait que depuis que je suis tout petit, je vois la vie en rose, que je vois que le positif dans la vie, je vois pas le négatif, qui est quelque chose de vrai, que tout le monde me dit, tu vois, au quotidien. Et pour ça, à la base, j'avais juste un texte et quelque chose qui était juste ma propre expérience. Tu vois, je le racontais comme ça, juste avec un micro. Et ensuite, on a essayé de créer des tours pour illustrer ça, avec le fait que, comment dire, que les enfants voient la vie en rose et les parents ne voient plus la vie en rose, ils voient la vie en gris. Plus tu grandis, moins tu vois la vie en rose, plus tu vois la vie en gris. Et du coup, on a fait tout un truc où il y a un enfant qui monte sur scène, il va transmettre son énergie rose à un papa, tu vois, à un adulte. Et du coup, pour les gens, c'est pas juste oh, le magicien retrouve la carte, c'est ils voient un truc qui est bluffant, ils sont emportés dans l'histoire parce qu'ils s'imaginent que ce soit les enfants ou les adultes à la place des gens qui sont sur scène. Et en plus de ça, tu repars du show avec des messages et avec des leçons que tu as apprises. En tout cas, c'était l'objectif avec lequel on a commencé ce spectacle. Et donc, on a fait beaucoup de résidences, de créations, de tests, de plein de tours qui ont foiré, plein de numéros qu'on a enlevés pour se retrouver avec un spectacle qui s'appelle Imagine, qui dure à peu près 1h15 et que j'ai joué une trentaine de dates au théâtre du Gymnase à Paris. Et là, on fait plusieurs dates de tournée, voilà, notamment sur la fin d'année, un petit peu partout en France. Voilà.
Ok, génial. Ouais, ce spectacle, il se construit au fur et à mesure des représentations quand même, où tu vois que... Parce que tu dis, il y a des trucs que vous avez ajoutés, enlevés, etc. En amont, je suppose, et Ouais. même une fois que tu as fait tes premières représentations aussi. Un spectacle, ce qui est génial, c'est que chaque spectacle est différent. Entre la première date du spectacle, on a fait à peu près 40 représentations, tu vois. Et là, aujourd'hui, après 10 mois, il y a, je sais pas, peut-être 40% du show qui a changé. Parce que tu modifies des textes, tu modifies des vannes, tu vois. Il y a aussi de l'humour un peu dans le show. Euh, et c'est ça qui est cool, c'est pour ça qu'on appelle ça le spectacle vivant. C'est que c'est pas juste du texte que je récite, c'est surtout que c'est un spectacle qui est très interactif. Donc chaque personne qui monte sur scène va faire que le show va être différent. Puisque je peux des fois me faire monter un enfant ultra actif sur scène et des fois un enfant super timide. Donc c'est aussi les spectateurs qui créent le spectacle avec moi, si tu veux. Mais c'est vrai que du coup, en plus, ce qui est compliqué en magie, c'est que j'ai plein de trucs qu'on doit pas voir, tu vois, des choses qui sont cachées sur scène, Bien sûr. parce que, en fait, c'est un peu comme un humoriste, c'est-à-dire que s'il build up un truc pendant 3-4 minutes, une énorme vanne, et qu'à la fin, il se plante sur la vanne ou il l'a oublié, c'est chaud. Moi, des fois, je construis quelque chose pendant un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, pour un truc. Si je le fais mal, si je bouge pas mon doigt au bon moment, ou si je suis mal placé, ça foire total. Et des fois, j'ai zéro porte de sortie. Donc, c'est toujours aussi un gros stress. Et de faire tous ces spectacles, toutes ces représentations, tu vois, en jouant à Paris plusieurs fois par semaine l'année dernière, ça m'a permis de développer des portes de secours, des solutions si jamais il y a des trucs qui foirent. L'expérience. C'est ça. Parce que dans tous les cas, t'as plein de choses qui vont Il y foirer. a toujours un truc qui Il y a foire. toujours un truc qui foire, c'est ça. Mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme Comme dans dans tout. n'importe quoi au Mm. final. Et c'est juste, tu rebondis, tu fais comme si s'était rien passé, et puis quoi, t'y go, quoi. Tu fonces. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, ça fait partie du jeu de voir que des fois ça va foirer et que maintenant, avec ton expérience, tu arrives à rebondir dessus. Du coup, tu bosses avec un producteur, tu as cette metteuse en scène qui t'accompagne aussi. Ça fonctionne comment, en fait, businessment parlant, tu signes un deal avec le producteur et il avance des frais, t'es payé après. Enfin, j'avoue que Ouais, je connais pas du tout cette scène, ce monde. ouais, ben moi j'ai découvert aussi comme ça sur le tas comment ça se passait. Un spectacle, soit tu as le producteur qui produit à 100%, c'est lui qui met tout l'argent, et toi, en tant qu'artiste, tu reçois un cachet, que ce soit intermittent, avec ta société, peu importe. Et derrière, les recettes, c'est le producteur qui va les garder. Ce qui est assez logique, c'est lui qui a investi sur le truc, comme un investisseur dans une start-up, en Ouais, fait, bien tu sûr. vois. Et moi, je fonctionne avec mon producteur sous forme de... On est, entre guillemets, associés sur le projet, tu vois, sous forme de contrat. Et on est à 60-40. 40 mois, 60 lui. Ok. C'est-à-dire il y a eu, ça a coûté assez cher, tu vois, la création. Ouais. Donc lui, il a tout avancé à 100%. Et puis derrière, s'il y a des bénéfices, c'est moi qui fais une facture. S'il y a des pertes, c'est lui qui me fait une facture. Tu vois, Ok. aussi simplement que ça, tu vois. C'est juste que c'est comment dire, un scale un peu plus, euh, un peu plus grand, si tu veux. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. Non, mais du coup, ça facilite les fins. Ça partage les risques. Lui, c'est il ça. sait que tu vas être vraiment à fond dans le projet, parce que si jamais ça marche pas, Ouais. t'y perds aussi, etc., naturellement. Non, je pense que c'est un bon deal. Surtout, bah, il prend les risques, donc ils prennent 60%. Ouais. Après, je connais pas le milieu, mais genre, ça me paraît pas déconnant non plus. Ah non, pas du tout. Et puis de toute façon, c'est quelque chose où les deux parties sont d'accord. Tu Oui, vois, donc si j'avais demandé que ce soit autre chose ou alors que je coproduise pas, je pense que ça aurait totalement fonctionné aussi. Et pareil, bah, avec ce producteur, comme je te dis, ça s'est super bien passé du début à la fin. Il y a des hauts, il y a des bas, mais à partir du moment où tu discutes et comment dire, et que tu avances, bah, pareil, c'est une expérience humaine qui est trop trop cool de bosser avec quelqu'un sur un projet et que ça fonctionne ou pas, tout le monde ressort grandi. une relation d'associé, c'est comme une relation de couple, hein. C'est quelque chose Ouais, qui se gère avec de la communication. Et puis, ouais, grave. bah, des fois, le divorce peut faire très mal en plus dans ce genre de truc. C'est ça. Donc tu préfères que ça se passe bien, faut parler, faut être clair l'un avec l'autre. Tu sais que tu signes un deal pour lequel vous êtes d'accord tous les deux. Et du coup, c'est une relation qui fonctionne bien. C'est ça. Ma question au niveau des dates,
comment ça marche? Vous dites, OK, on va au théâtre du Gymnase à Paris, on book direct 15 dates, ou est-ce que vous en faites quelques-unes, vous voyez comment ça prend, et ensuite vous en réservez d'autres, et ensuite on part sur une tournée? Comment la stratégie à ce niveau, elle se fait? On a commencé en octobre 2024, pardon, en faisant quelques dates de rodage. On a fait une petite dizaine de dates de rodage. Ensuite, on est arrivé à Paris pour jouer le spectacle sous forme de résidence. C'est pour faire un peu de la promo, qu'il y ait des gens qui viennent le voir, de la presse, des télés. Et puis ensuite, l'idée, c'est que tu vendes des dates de tournée comment dire, aux salles de spectacle, tout simplement. Ouais. Ok, ouais, je vois. Et après, tu t'arranges en fonction. Est-ce que du coup, ça vous arrive d'être rentable sur certaines et d'être en perte sur d'autres? Ouais, c'est ça. On va dire qu'à Paris, c'est compliqué d'être rentable. Ok. Tu perds de l'argent parce que tu investis sur l'image et le potentiel derrière, parce que tu invites aussi pas mal de monde, etc. Puis, il y a tellement de spectacles à Paris que, je sais pas, il y a peut-être 300 spectacles qui se jouent tous les jours. Donc, tu vois, les gens, c'est pas est-ce que je vais voir un spectacle, c'est si je vais voir un spectacle, t'as 0,3% de chance que quelqu'un te choisisse. Alors qu'en province, quand tu fais une date de spectacle, tu vas dans des villes, ça peut être des grandes villes comme des plus petites villes, et là, bah, tu as soit 1, 2, 3 spectacles dans le soir même, mais c'est plus un événement, tu vois, quand tu as un magicien qui vient. Tu as peut-être 1, 2 magiciens qui viennent dans une salle de spectacle dans l'année, et comment dire, c'est un peu un événement pour les gens, donc on va dire que c'est plus facile, oui, de remplir en province, ouais. Je te remercie, Achille, pour ton temps. Avant qu'on se quitte, je vais te demander un petit dernier tour. Avec plaisir. Je sais pas, on va voir si jamais le deuxième, j'arrive à t'embêter un minimum ou pas. Mais donc, je te laisse, Allez. je te laisse guider ça. Et je te laisse... vas-y. C'est parti. Tac. Bon, on va faire un petit truc avec des cartes. Je pense qu'on va bien voir comme ça. Est-ce que, tu vois, il y a les cartes rouges, les cartes noires. On a déjà fait un petit tour en rapport avec ça tout à l'heure. Est-ce que dans les cartes noires, par exemple, il y a une carte, toi, que tu aimes bien dans le paquet? N'importe quelle carte noire. Ouais. Je vais faire une vanne vraiment absolument horrible sur la marque de café. Mais ouais, j'en ai une. Ce serait quoi? Le 8 de pique. Le 8 de... Bon, il est là, tu vois, on a de la chance, on l'a assez rapidement. Ok. Et tiens, je te laisse me dire stop quand tu veux. Stop. Stop. Ok. C'est une carte rouge ou carte noire? C'est une carte rouge. Ok, c'est bon. Parce que des fois, je fais ce truc-là, c'est tout le temps des cartes noires, donc je dois refaire à chaque fois. On a besoin de 2 cartes assez différentes. Donc 8 de pique et 9 de cœur. Est-ce que je peux te demander de mettre ta main comme ça? Tac, je vais m'approcher un tout petit peu. Tu vois, 8 de pique, 9 de cœur, je pense qu'on voit bien tac comme ça. Magnifique. Ok. Et juste là, dans ta main, je vais mettre le 8 de pique. Est-ce que tu peux mettre ton autre main par-dessus, s'il te plaît? Tac, magnifique comme ça. Et juste là, 9 de cœur. Attention, ça va être rapide. Est-ce que tu as senti quelque chose? Rien du tout. C'est ce qu'on me dit souvent en plus. Par contre, même si t'as rien senti, il s'est quand même passé quelque chose parce que maintenant, tu vois, j'ai le beat de pique. Tu peux checker dans ta main ce que tu as? 9 de cœur. Parfois, quand on sent pas, il se passe quand même des choses. Hein. Ah putain, c'est... Ah ouais, c'est... On est connectés. Ça doit être ça. Moi, j'ai envie de bidouiller la carte pour voir ce qui va pas, mais... Et ça, on me demande souvent, est-ce que tu peux faire les mêmes tours avec des paquets qu'on me filerait comme ça, tu vois? Ouais. Et en vrai, la réponse est 99% oui. Et bien sûr, tu as des paquets de cartes truquées que tu peux acheter et tout, mais moi, j'aime bien faire des tours avec des paquets que tout le monde a sur soi, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, au début, de faire des tours un peu avec des paquets truqués, sauf que quand on te donne un paquet qui est pas truqué, comment je fais? Tu vois, qu'est-ce que je fais? Et t'es un peu dans la mouise. Donc, ouais, l'idée, c'est d'essayer d'improviser au max avec ce qu'on te donne, tu vois, avec n'importe quel objet. Non, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ouais, puis quand t'as cette adaptabilité, t'es capable d'en faire un peu partout, d'être agile, etc. Donc, c'est super intéressant. Merci en tout cas, Achille, pour ton temps. C'était très intéressant d'avoir pu développer un peu ce truc-là sur tout ce monde de la scène qu'on ne connaît pas. On doit s'arrêter là. Mais
Je pense qu'on en rediscutera parce que je voulais notamment te parler un peu de ton livre, du projet de coffret de Carrément. magie que tu as lancé. Donc, bon, on aura l'occasion de rediscuter tous Un les deux. épisode 2. Voilà, à l'occasion, avec plaisir. Surtout si jamais tu vois, on en reparle dans 1-2 ans, Carrément. que tu es toujours chez Webedia, de voir comment la relation aussi avec l'agence elle a évolué. Parce que là, ça fait entre guillemets pas tant de temps que ça Ouais, que c'est tu ça, es. c'est tout jeune. Donc, à l'occasion, avec plaisir. Merci en tout cas pour ton temps. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Merci à toi, Antoine.